qui dénonce des choses. Cette junte, quand elle arrive au pouvoir, elle fait exactement ce que les autres ont condamné. On est en train de déchanter parce que les promesses n'ont pas été tenues. Nous avons eu des négociations internes nationales dans ces différents pays. Nos collègues, confrères français aiment bien faire parler au président Kagame deux fois pour ne rien dire. Mais l'occasion était beaucoup trop bonne pour pouvoir développer un discours qui se veut essentiellement destiné à la consommation intérieure. La grande question, est-ce que Emmanuel Macron était obligé à prendre ce risque? Il est le seul dirigeant à avoir pris cette décision. Rien ne l'y contraignait, mais il a fait un double pari. Il a déjà réussi une première partie de ce pari, c'est celui de provoquer des recompositions au niveau politique. Il l'avait déjà fait en 2017 lorsqu'il a accédé De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique. Pour ce numéro, nous serons en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas et la ville de Dubaï dans les Émirats arabes unis. Au menu de notre échange, nous parlerons de la réélection de Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud, le Mali et Wagner qui va au secours du Burkina Faso, le massacre à l'est de la RDC, plus précisément en Ituri, la récente sortie médiatique du président Paul Kagame, les législatives en France, ainsi que un point de vue global sur l'actualité à travers le monde. Pour en parler, nous allons échanger depuis Dubaï avec Henri Désiré Nzouzi, qui est le producteur associé de JT Diplomatique, analyste en diplomatie internationale, et il nous fait l'honneur d'être notre participant depuis Dubaï. Nous allons le saluer. Henri Désiré Nzouzi, salut. Bonsoir, merci infiniment de m'accueillir. Henri Désiré Nzouzi, l'actualité est abondante, nous allons en parler. Nous commençons par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avec l'ANC, ce parti cher à Nelson Mandela. Comment expliquer ce nouveau climat de la réélection de Cyril Ramaphosa, où leur parti était souvent habitué à avoir la majorité, et cette fois-ci, ils doivent se partager le pouvoir avec d'autres partis, notamment avec l'ancien président de l'Afrique du Sud. Quel est votre point de vue sur la situation de l'Afrique du Sud? Alors, vous l'avez évoqué effectivement depuis 1994, l'ANC a toujours eu une majorité absolue aux élections législatives. Il faut rappeler qu'en 2004, le parti avait réalisé près de 70% des suffrages, et on avait donc pas besoin d'aller négocier ou d'aller quémander des voix, ou en tout cas des sièges auprès d'un parti allié. Cette fois-ci, et on le voit depuis une dizaine d'années, il y a une érosion du socle électoral de l'ANC, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, à l'issue des élections qui se sont déroulées il y a de cela quelques semaines, eh bien, l'ANC est arrivé avec 40% des suffrages, les contraignant donc à devoir, eh bien, tout simplement négocier pour pouvoir préserver sa majorité au Parlement. Ceci ne remet pas en cause son statut de parti dominant. L'ANC avait deux possibilités. La première, il faut d'abord rappeler que l'ANC est arrivée première avec 40%. Ensuite, il y a l'Alliance démocratique, hein, le parti blanc, on va dire ça comme ça, qui est arrivé avec un peu plus de 21%. Et puis, troisième, eh bien, la surprise du chef, le MK, le parti de Jacob Zuma, ancien président de la République sud-africaine, ennemi intime de Cyril Ramaphosa, qui, en quelques mois à peine d'existence, a réalisé cette performance incroyable de pouvoir eh bien, atteindre les 14-15% de suffrages
lors de ces élections. Les deux choix qui s'offraient à l'ANC, c'était d'une part de s'allier avec le Parti de la liberté économique, hein, le parti de Julius Malema, et également avec Jacob Zuma, ce qui aurait permis à l'ANC de disposer d'une majorité confortable. Eh bien, contrairement à ce qui était envisagé, l'ANC a fait le choix de s'allier au parti de l'Alliance démocratique, plus un parti de moindre importance. Il faut rappeler que le parti, l'Alliance démocratique, prône une dérégulation totale de l'économie. C'est un parti qui est pro-occidental, ce qui est un peu paradoxal lorsque l'on sait que l'Afrique du Sud est membre des BRICS et que les BRICS, précisément, contestent la suprématie occidentale. L'autre raison qui a poussé l'ANC à s'allier avec ce parti, c'est tout simplement le fait que Jacob Zuma ne s'entend pas avec Cyril Ramaphosa. Ce sont de vieilles blessures, de vieilles rivalités qui ont repris le dessus et qui n'ont pas permis cette conclusion. Il y a un troisième élément, évidemment, c'est le Parti de la liberté qui, lui, en fait, prône une confiscation des terres des Blancs pour les redistribuer aux Noirs, mais aussi une nationalisation du secteur minier. On le voit, l'ANC a fait plutôt le choix du réalisme, à charge évidemment pour ses dirigeants de montrer que ce choix n'était pas du tout hasardeux. Et donc, maintenant, bien, on attend la formation du gouvernement. On a eu l'élection, puisque vous le savez, c'est le Parlement sud-africain qui élit le président sud-africain. C'est un suffrage donc indirect qui se fait via les grands électeurs. Nous verrons comment les choses s'articuleront pour la suite et nous verrons si effectivement l'attelage entre l'ANC et l'Alliance démocratique tiendra la route. Par ce vote, une sanction de la part de la population parce que l'ANC s'est caractérisée par la corruption, les promesses non tenues et en Afrique du Sud, quand vous arrivez, vous avez des cas de délestage et la vie est difficile pour la population. Est-ce que ce n'est pas une sanction de la part de la population qui n'y croit plus? Oui, absolument. Vous avez très bien raison de me poser la question. En fait, l'ANC a été victime de trois phénomènes. Le premier, évidemment, c'est une faillite morale dans le comportement individuel de certains de ses membres. On se souvient tous les efforts que l'ancien président Thabo Mbeki avait déployés pour que la justice s'intéresse à Jacob Zuma. Ça lui a coûté son poste. On a vu la vie privée de Jacob Zuma, comment est-ce qu'elle s'est étalée il y a de cela quelques années. Il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, première faillite morale. Deuxièmement, évidemment, ce sont les promesses non tenues avec, évidemment, une, disons, recrudescence de la délinquance en Afrique du Sud, une démission de l'État dans certaines de ses missions régaliennes, un fossé d'effondrement qui s'est aggravé en termes d'inégalité. Et puis, vous avez évidemment le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire la majorité de la population. Et de ce point de vue-là, effectivement, le message a été très clair. Vous savez, entre 2004 et 2024, l'ANC a perdu 30 points. On est passé de 70% de suffrage lors des élections de 2004 à 40% en 2024. C'est incroyable, c'est tout simplement phénoménal. Et je crois que c'est un signal tellement fort que lors des prochaines élections qui se tiendront, ou bien le rappeler en 2029, eh bien, pour la première fois, l'ANC risque de se retrouver dans l'opposition. Restons toujours dans la partie de l'Afrique anglophone. Nous avons le Kenya, des manifestations sans précédent à cause des taxations. Le Kenya avec William Ruto, qu'on considère toujours comme pays stable, pays modèle. Comment on en arrive là, Henri Désiré Nzouzi? Vous savez, je pense que une chose est effectivement de mener à bien les réformes qui permettent d'améliorer le bien-être des populations. Une autre, effectivement, est de veiller à ce que la bonne gouvernance soit à tous les niveaux et permette effectivement de soutenir cet ambitieux projet. On l'observe dans beaucoup de pays qui jusqu'ici étaient cités en exemple en matière de croissance économique et de gouvernance. On a vu petit à petit effectivement des problèmes que l'on avait coutume de voir dans d'autres pays, eh bien, se poser avec acuité. Le Kenya ne fait pas du tout exception à la règle, ça va un peu dans l'ordre des choses. Il faut aussi savoir que les opinions publiques
et les populations évoluent, de nouveaux besoins apparaissent, des promesses non tenues sont pointées du doigt, le quotidien des concitoyens peut effectivement être impacté à la suite de décisions qui peuvent s'avérer hasardeuses ou contre-productives, et tout cela, eh bien, conduit à ce type de réaction. Nous sommes véritablement entrés aujourd'hui dans une ère où les populations, les opinions publiques n'ont plus du tout l'intention de se laisser compter. Et donc, je pense que les autorités kenyanes, au premier rang desquelles le président Ruto, aura certainement à cœur de trouver une solution à ce problème. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzuzi, en connexion entre les États-Unis d'Amérique et la ville de Dubaï dans les Émirats arabes unis, où nous sommes en train de débriefer l'actualité internationale. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Dallas et Dubaï pour parler de l'actualité internationale avec notre participant Henri Désiré Nzuzi. Nous passons au Mali. Le Mali et Wagner qui sont allés à la rescousse du capitaine Ibrahim Traoré. Déjà, il était en conseil de ministres lorsqu'une roquette s'est abattue dans l'enceinte de la radio-télévision. Comment expliquer cette situation? Déjà, en plein depuis la grogne au sein des casernes, Henri Désiré Nzuzi. Vous savez, ceux qui prennent la décision de faire un coup d'État doivent s'attendre à ce que l'on appelle communément en français un retour de bâton. On a vu au Burkina et sous d'autres cieux, effectivement, que la junte qui prend le pouvoir finit à son tour par être renversée de l'intérieur. Et donc, cette tentative de déstabilisation n'a rien de surprenant puisque le Burkina, depuis 2021, a connu des vagues successives de tentatives, certaines ayant réussi, d'autres ayant échoué. Ici, nous sommes véritablement dans une situation qui montre qu'il y a effectivement des tensions au sein de la junte et que certains probablement ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré est réapparu après avoir disparu pendant presque 2 semaines. Il a bénéficié pour le renforcement de sa protection de troupes maliennes, mais également d'un contingent de l'ex-force Wagner qui, contrairement à ce que vous avez affirmé, mon cher Symphorien, est bel et bien soutenu par la Russie. La Russie ne s'en cache même pas puisque ce sont les services de renseignement militaire russes, le GU, ex-GRU, qui aujourd'hui a la haute main sur la conduite des opérations. Mais ici, il va falloir, je dirais, s'interroger sur 2 choses. La première, dans quel cadre s'inscrit l'arrivée de ces troupes? S'agit-il de venir protéger le régime en place, celui d'Ibrahim Traoré, ou s'agit-il d'une assistance dans le cadre d'une tentative de déstabilisation? Il faut rappeler que l'un des chevaux de bataille de l'Alliance des États du Sahel, c'est entre autres la lutte contre l'impérialisme. Et il faut savoir que
le comportement des Russes en Ukraine s'apparente à de l'impérialisme. Alors, on peut se poser la question de savoir si les autorités de ces pays, en l'occurrence le Mali, le Burkina et le Niger, n'ont pas une conception à géométrie variable de l'impérialisme, selon qu'il s'agisse des Occidentaux, eh bien, ou selon qu'il s'agisse des Russes, notamment en Ukraine. Cela ne pose véritablement pas de problème. Ici, nous devons avoir présent à l'esprit que l'Alliance des États du Sahel, qui a encore du chemin à faire, a quand même réussi à cristalliser dans, je dirais, son acte fondateur, le fait qu'il y ait une sorte de pacte d'assistance mutuelle. Si l'un des 3 pays membres de cette alliance se trouvait confronté à une situation de déstabilisation, eh bien, les autres pays viennent à son secours. Sauf que dans le cas d'espèce, le Niger n'est pas intervenu. On peut effectivement se poser des questions, mais n'allons pas vite en besogne. Aujourd'hui, la situation semble revenir au calme, mais c'est un signal très fort contre la junte et contre Ibrahim Traoré. Et je pense que nous n'avons pas encore terminé avec cette problématique. Et il y a fort à parier que dans les prochains mois, il y ait de nouvelles tentatives de déstabilisation. La plupart de ces militaires qui se rebellent pour prendre le pouvoir, qui dénoncent des choses, cette junte, quand elle arrive au pouvoir, elle fait exactement ce que les autres condamnés. Comment expliquer qu'on prône autre chose, mais lorsqu'on arrive, on muselle, on veut rester au pouvoir? Comment expliquer ce comportement, Henri Désiré Zouzi? Vous savez, on peut effectivement critiquer la gouvernance de ceux qui ont été victimes de coups d'État, mais je rappelle que ce sont quand même, si je prends le cas du Niger, je prends le cas du Mali et du Burkina, ce sont 3 pays qui ont vu un processus démocratique se dérouler avec des élections normales. Et donc, vous avez dans ces 3 pays 3 chefs d'État qui ont été déposés par un coup d'État alors qu'ils avaient été élus de manière légitime. Aujourd'hui, on voit que dans ces 3 pays, il y a un véritable recul démocratique, même s'il est vrai que dans un premier temps, la population semblait soutenir les putschistes, mais aujourd'hui, cette même population est en train de déchanter parce que les promesses n'ont pas été tenues. Nous avons eu des pseudo négociations internes nationales dans ces différents pays. On a eu le sentiment que les gens qui, dans un premier temps, jouaient l'opinion publique contre l'Occident pour mieux masquer leurs insuffisances, aujourd'hui se retournent contre cette même opinion publique en muselant notamment la presse et en harcelant les opposants. Et vous savez, dans ce contexte, je dirais que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes très importants qui se posent avec acuité dans le monde. On voit que l'Union africaine est totalement inopérante. On voit que la CEDEAO, qui a essayé, je dirais, d'imposer des règles, a été fortement critiquée, à tort, selon moi, même si après, elle a fait amende honorable en levant les sanctions contre les pays récalcitrants, mais ça montre toute la difficulté pour les Africains de pouvoir résoudre leurs propres problèmes. Lorsque les Africains décident effectivement de prendre des solutions et des mesures, ils sont critiqués et soupçonnés d'être soit instrumentalisés par les Occidentaux, soit de tenir compte d'intérêts particuliers. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir ce que l'on veut. Si l'on ne veut pas être considéré comme étant laxiste en laissant faire les choses, il est bon et sain que les Africains puissent se fixer des règles entre eux. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger est scandaleux. Malheureusement, les opinions publiques vont devoir opérer leur mue puisque aucune des promesses qui ont été faites n'ont été respectées par les différentes juntes. On voit que les périodes de transition ne font que s'éterniser et on voit très bien une volonté manifeste de confiscation du pouvoir en utilisant soit les divisions apparentes des différentes oppositions ou tout simplement en s'adjoignant les services d'une opposition complaisante, totalement coupée des réalités et qui n'a qu'une seule envie, être associée à l'exercice du pouvoir. Le président sénégalais Diomaye Faye s'est déplacé en France pour la première fois. Nous pensions même qu'il n'allait pas aller. C'était sur le sommet concernant la vaccination en Afrique avec Gavi. Vraiment, le Sénégal va se débarrasser de la France ou bien c'était juste
plaire à l'électorat et après passer à autre chose? Henri Désiré Nzouzi. Je serais tenté de vous dire que tout ça n'était qu'une posture, même s'il y avait des leviers totalement légitimes sur lesquels le nouveau président, le nouveau pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir au Sénégal est détenu par deux hommes, hein. Il ne faut pas oublier Ousmane Sonko, qui est le mentor du président Faye, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. C'est vrai qu'il était commode de cibler la France comme étant l'adversaire, puisque vous savez que le président Macky Sall était l'un des soutiens les plus indéfectibles de la France, au même titre d'ailleurs que Ouattara en Côte d'Ivoire ou Faure Gnassingbé au Togo. On voit là effectivement deux hommes politiques aguerris qui ont fait l'expérience de la prison, qui ont tous les deux accédé de manière exceptionnelle au pouvoir, eh bien, décider de changer de paradigme dans les relations entre la France et le Sénégal. Il est bon, et ça, effectivement, que l'on puisse remettre à plat tout cela pour permettre l'émergence d'une relation qui se veut gagnant-gagnant. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut revenir un peu sur Terre. D'abord parce que la France, même si elle est en perte de vitesse en Afrique de l'Ouest, dispose encore d'intérêts économiques importants, et puis on ne sort pas du jour au lendemain du franc CFA comme ça. Il y a des règles à suivre, il y a des procédures à suivre, et il y a aussi ce que l'on appelle la réelle politique. Le voyage de Faye à Paris va dans le bon sens, dans la bonne direction. D'abord parce que vous avez une importante communauté sénégalaise qui vit en France. Il y a beaucoup de Français qui vivent au Sénégal et qui déploient une activité intense, que ce soit économique en termes de coopération ou tout simplement en termes de commerce. Et donc, on ne peut pas balayer tout cela d'un revers de la main. Maintenant, il faut effectivement être attentif à ce qui va se passer et considérer que le Sénégal essaye très simplement de redéfinir les contours d'une relation qui se veut beaucoup plus respectueuse des intérêts sénégalais, en tenant compte, bien évidemment, de l'intérêt bien compris du peuple sénégalais. Henri Désiré Nzouzi, en France, s'est tenu ce sommet par rapport à la vaccination et voir comment les vaccins peuvent être produits en Afrique. Il y avait l'Union européenne, plusieurs partenaires de l'Afrique. Comment expliquer cette dépendance des pays africains qui se veulent indépendants dans des questions comme la vaccination, car on vaccine les enfants africains? Comment vous expliquez cela? Je dirais d'abord qu'à la décharge des Africains, il y a le fait que personne n'a vu venir la crise de la Covid-19, ce qui a effectivement montré les limites des capacités africaines à faire face à un tel péril, qui d'ailleurs a connu des fortunes diverses, notamment en Occident, qui en a payé le plus lourd tribut. Il faut savoir que il n'y a jamais véritablement eu de tradition africaine en matière de développement d'une industrie pharmaceutique. D'abord parce que vous avez les pays du nord du continent africain, le Maghreb, et les pays d'Afrique australe qui, il faut bien le dire, ont toujours été en pointe dans ce domaine, en ayant développé une industrie digne de ce nom et en se donnant les moyens de pouvoir innover en termes de recherche. Pour le reste, eh bien, il y a effectivement cette réponse globale qui a été proposée par l'Union africaine et qui a effectivement abouti aux différentes initiatives, parmi lesquelles évidemment le Centre africain de prévention des crises, en l'occurrence pour les questions médicales et sanitaires qui vont dans la bonne direction, mais on ne peut pas créer, je dirais, les conditions d'une véritable indépendance pharmaceutique ou médicale africaine en 2 ou 3 ans. C'est un long processus qui prend du temps. Il faut donner, je dirais, l'opportunité aux pays qui sont le plus en avance dans ce domaine de faire leurs preuves ou de créer des passerelles qui leur permettent effectivement de pouvoir nouer d'autres partenariats avec des pays qui sont peut-être moins en pointe, mais qui peuvent venir amplifier cette dynamique qui a été, disons, initiée et que nous saluons, bien évidemment. Et il est vrai que ce n'est pas très flatteur pour le continent africain de se ruer
en masse à Paris pour eh bien, répondre à une invitation, aussi sincère soit-elle, pour parler de ces questions, puisque ça montre, encore une fois, que les Africains restent effectivement tributaires vis-à-vis de l'Occident dans beaucoup de domaines. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, et la ville de Dubaï, dans les Émirats arabes unis, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. De retour sur ce plateau, nous sommes en connexion entre Texas aux États-Unis d'Amérique et Dubaï dans les Émirats arabes unis, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. La sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame, qui se retrouvait en France pour des questions de vaccin, nous n'avons pas compris comment on peut passer du vaccin directement à des interviews où le journaliste est en train presque d'exciter le président rwandais à dire des choses. C'est comme si nos collègues, confrères français aiment bien faire parler le président Kagame deux fois pour ne rien dire. Kagame, prêt à faire la guerre avec la République démocratique du Congo, et Kagame le dit qu'il n'a plus besoin de pouvoir échanger avec le président Félix Tshisekedi. Comment avez-vous évalué la sortie médiatique du président rwandais? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit comprendre par ce message? Alors, il faut à la fois contextualiser et s'intéresser au mobile et à l'opportunité. Le contexte d'abord, il faut savoir que à l'heure actuelle, les deux processus qui jusqu'ici étaient menés concomitamment sont au point mort. On pense évidemment au processus de Luanda qui s'intéresse davantage à la dimension externe du conflit et qui applique donc le Rwanda et la RDC directement en face à face avec comme terme de référence eh bien, cette fameuse feuille de route qui a été élaborée il y a maintenant 2 ans. Et puis, vous avez la dimension interne, celle qui propose effectivement de ramener à la table des discussions tous les groupes armés à travers le programme de démobilisation des armements, relèvement communautaire et stabilisation qui permet donc un retour à la vie civile de ces groupes armés. Ces deux processus sont aujourd'hui en panne. Voilà pour le contexte. Le mobile, eh bien, il est très simple. Vous savez que le 14 et le 15 juillet prochain, les Rwandais se rendent aux urnes pour élire le président de la République, mais aussi les députés qui vont siéger au Parlement. Et donc, vous pensez bien que pour Paul Kagame, l'occasion était beaucoup trop bonne pour pouvoir développer un discours qui se veut essentiellement destiné à la consommation intérieure. Et donc, de ce point de vue-là, indépendamment effectivement du professionnalisme du journaliste, eh bien, c'était du pain béni pour Paul Kagame de resserrer les rangs et montrer à son peuple la détermination qui est la sienne de continuer à protéger ce pays. Alors, on va faire un peu d'histoire. On rappelait quand même que c'est depuis 1994 que Paul Kagame est au pouvoir au Rwanda. C'est en 2000 que le président Bizimungu a été déposé. Donc, depuis 24 ans, on va dire que Paul Kagame a
les coups des franches par rapport à la gestion du pays. Ça fait exactement 30 ans que Paul Kagame est au pouvoir. En 2015, à la faveur d'une opportune modification de la Constitution, eh bien, on a remis les compteurs à zéro, ce qui permettait de passer à la fois d'un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans à 5 ans, sans limitation de mandat, ce qui fait que Paul Kagame, s'il gagne comme cela semble se préciser, puisque lors du scrutin de 2017, il a été élu avec 98,79%. Il devrait rester dans la même moyenne pour ces élections et on peut parier que dans 5 ans, il sera à nouveau candidat et ensuite en 5 ans encore, ce qui lui permettra de totaliser 40 ans de pouvoir dans son pays. Paul Kagame a réussi à se rendre indispensable à la fois sur le plan interne et externe. Sur le plan interne d'abord, en donnant des gages à sa population quant à sa détermination à développer son pays. Il l'a fait au détriment de la RDC, puisque vous savez que ce pays, depuis de longues années, exploite de manière illégale ou bénéficie indûment des richesses qui sont exploitées illégalement en République démocratique du Congo. Il y a aussi de la part de Paul Kagame une volonté manifeste de museler son opposition. Vous savez que pour les élections qui vont se tenir le 15 juillet, il a empêché une fois de plus Victoire Ingabire de se présenter. Elle n'est pas la seule, il y a d'autres candidats et il va se retrouver à nouveau avec deux candidats qui étaient déjà confrontés à lui en 2017 et qui ensemble n'avaient réalisé que 1,21%. Donc ça vous donne une idée du ridicule de la situation. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun suspense. Sur le plan international, évidemment, Paul Kagame a su se rendre quasiment incontournable sur trois dossiers importants. Le premier, c'est celui des opérations de maintien de la paix, puisque le Rwanda est actuellement le pays africain qui est le premier en termes de contribution des opérations de maintien de la paix. Le Rwanda est présent en Centrafrique, mais également dans le Cabo Delgado au Mozambique, là où d'autres pays africains n'ont pas voulu dépêcher des troupes. C'est un premier point. La deuxième chose, évidemment, c'est le deal passé avec le Royaume-Uni pour accueillir les migrants en situation irrégulière. Le Rwanda s'est porté volontaire en échange d'une somme substantielle, en dépit des critiques qui ont été formulées par les Nations Unies, par le HCR, par l'OIM. Eh bien, le gouvernement britannique de Rishi Sunak et Paul Kagame ont tenu bon. Et puis, la troisième chose, évidemment, c'est cet indéfectible soutien que certaines puissances occidentales continuent eh bien, de témoigner au Rwanda, ce qui fait que ce même Rwanda a compris là où se situaient les faiblesses occidentales, c'est-à-dire que là où peu de pays africains étaient en capacité d'apporter une assistance ou un accompagnement, eh bien, il s'est dévoué. Et c'est ça qui rend les choses un peu, je dirais, particulières, c'est que vous avez des structures comme les Nations Unies, comme l'Union africaine, comme l'Union européenne, qui ont beaucoup de scrupules à passer à la, je dirais, à l'étape des sanctions, parce que le Rwanda a su précisément, eh bien, s'aménager des opportunités de pouvoir se rendre utile et que par conséquent, il sera très difficile de taper sur les doigts de quelqu'un qui vous rend service. Et Kagame en est conscient, puisque les Occidentaux, aujourd'hui, depuis, maintenant on le sait, depuis plusieurs années, ont décidé de sous-traiter un certain nombre d'opérations, qu'elles soient d'ordre militaire, sécuritaire et autres, à d'autres pays. Et parmi ces pays, eh bien, vous avez le Rwanda qui fait figure de pionnier en la matière, et c'est ça qui permet à ce pays eh bien, de bénéficier d'une forme de mansuétude, de tolérance ou de laxisme de la part de la communauté internationale, notamment dans le traitement du dossier de la crise de l'Est de la RDC. La crise de l'Est de la RDC, où nous avons encore des massacres en Ituri. Alors, il faut vraiment que ceux qui nous suivent prennent conscience du fait que ce qui se passe en Ituri est beaucoup plus dramatique et plus dangereux que ce qui se passe à l'Est. En tout cas, au niveau du M23 et de son soutien du Rwanda. D'abord parce que
La crise qui prévaut en Ituri est une crise qui oppose en réalité deux communautés, les Emma et les Lendu, avec en toile de fond l'émergence de groupes terroristes comme les ADF qui tirent profit de cette situation pour écumer cette partie du territoire, ça donnait à des trafics illicites. Mais là, vous avez d'une haine véritablement ancestrale et séculaire qui oppose deux communautés. Et ce sont, il faut bien le dire, hein, au-delà des ADF, ce sont bien des Congolais qui massacrent des Congolais. Et je crois que c'est quelque chose à laquelle on n'est pas toujours habitué à réfléchir, même si c'est vrai, dans un passé récent, on a eu Kamwina Nsapu, on a eu les Mobondo au niveau du Bandundu et bien évidemment les Bakata Katanga dans l'espace Grand Katanga. Euh, la situation véritablement dans l'Ituri est vraiment préoccupante. Vous savez que rien que pour la semaine dernière, nous approchons la centaine de victimes massacrées et c'est une situation qui n'a que trop duré. Il y a eu effectivement des tentatives de médiation ou des tentatives d'approche pour pouvoir essayer de résoudre un tant soit peu son problème, mais c'est toujours le même problème qui survient, c'est le manque de volonté politique et surtout le manque de sincérité des différents acteurs. Vous avez des acteurs politiques, certains d'ailleurs qui siègent à Kinshasa, qui ont un intérêt certain à ce que cette situation perdure, parce que si vous pacifiez l'Ituri, eh bien vous allez contrarier certains intérêts et vous allez empêcher à certains de continuer à faire la pluie et le beau temps. Pour revenir à la situation à l'est de la RDC et singulièrement aux alentours de Goma, avec notamment le M23 et son soutien du Rwanda, il faut rappeler que depuis maintenant quelques jours, notre armée nationale est en train de multiplier les victoires en récupérant petit à petit des localités qui jusqu'ici étaient sous le contrôle du M23. C'est une très bonne chose et cette dynamique mérite, me semble-t-il, d'être davantage amplifiée. C'est d'ailleurs le sens qu'a donné le chef de l'État à cette priorité qui consiste à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée pour que chaque centimètre de notre territoire soit récupéré. La dernière chose que je voulais donc ajouter, c'est que nous ne devons pas être dupes. Paul Kagame a intérêt à brandir le spectre d'une menace sur une population minoritaire, cette population qui est bien représentée au niveau institutionnel, qui n'a jamais eu à se plaindre et qui, malheureusement, pour des visées expansionnistes, sert malheureusement de variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand tout va mal, on ressort le chiffon rouge. Alors, si ce n'est pas la menace d'un génocide à venir, c'est la menace contre une minorité qui serait massacrée. Tout cela, évidemment, ne repose absolument sur rien. Le peuple congolais a toujours fait la démonstration de sa capacité à coexister de manière pacifique avec d'autres communautés. Ce que Paul Kagame est en train de faire, c'est tout simplement de surfer sur les peurs et de s'attirer la sympathie d'une certaine communauté internationale complaisante qui ne joue pas franc jeu avec la RDC, mais qui compte préserver ses meilleures relations avec le Rwanda. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi depuis Dubaï dans les Émirats arabes unis.
le président Emmanuel Macron, après la défaite aux européennes, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et passer aux élections législatives en France. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui en France? Est-ce que c'est un tournant historique dans le paysage politique français? Henri-Désiré Nzouzi. Nous verrons tout cela au soir du 30 juin et peut-être même au soir du 7 juillet, lorsque les Français auront voté pour le second tour de ces élections législatives. Mais il faut revenir aux élections du 9 juin, parce que les Français, ou en tout cas le Rassemblement national, avait fait de ces élections européennes un enjeu de politique intérieure. Et donc, cette élection, en réalité, mais également dans l'esprit de la gauche française, s'est plutôt transformée en un référendum contre la politique menée par Emmanuel Macron. Macron en a tiré toutes les conséquences en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 12 de la Constitution française, ouvrant la voie à des élections qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet, avec évidemment le risque de voir une quatrième cohabitation française s'installer au sommet de l'État. On rappelle les trois premières cohabitations, d'abord entre Jacques Chirac et François Mitterrand entre 1986 et 1988. Nous avons eu ensuite la cohabitation entre Édouard Balladur et François Mitterrand entre 1993 et 1995. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale, ouvrant la voie à une cohabitation de 5 ans, ce qui est un record, avec Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Et si jamais, le Rassemblement national obtient gain de cause au soir du 7 juillet, même en cas de majorité relative, Emmanuel Macron sera de fait en cohabitation. Vous comprendrez que en France, mais pas que, les élections intermédiaires ont toujours été défavorables au pouvoir en place, et on voit bien la stratégie qui est menée aujourd'hui par Emmanuel Macron, c'est celui de rejeter à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite en les renvoyant dos à dos, puisqu'il considère que ces deux extrêmes constituent véritablement une menace pour la démocratie en France. Mais il faut faire attention, car depuis une vingtaine d'années, on le voit dans certains pays européens, peut-être même depuis un peu plus longtemps, notamment l'Autriche qui avait donné la voix il y a de cela un peu moins de 30 ans avec l'arrivée de Jörg Haider, c'est que nous avons une extrême droite qui fleurit ça et là. Je rappelle que l'actuel gouvernement ou le futur gouvernement aux Pays-Bas sera normalement mené par les nationalistes. Nous avons la même tendance qui s'est vérifiée en Belgique, puisque la N-VA est sortie grand vainqueur de ces élections au niveau national, et vous avez d'autres partis comme le Belang qui ont également pris d'avant. En Allemagne, on a vu l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, qui est arrivée en tête. En Italie, le gouvernement de Meloni est un gouvernement d'extrême droite. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Nous avons effectivement des gouvernements qui sont dirigés par l'extrême droite. La France, jusqu'ici, a fait exception, sauf, petite parenthèse, au niveau municipal, il y a de cela une trentaine d'années. Nous verrons comment les choses s'articuleront, mais il faut savoir que cela aura de toute façon des conséquences sur la politique extérieure, sur également, je dirais, les communautés africaines et les diasporas qui vivent en France. Traditionnellement, la gauche a toujours été ouverte vis-à-vis de ces communautés, avec une politique sociale plutôt avantageuse. Vous avez à l'inverse la droite dure et l'extrême droite qui, eux, sont dans une dynamique de préférence nationale, avec malheureusement cette tendance fâcheuse à, je dirais, considérer deux types de Français, les Français de souche et puis ceux d'origine, ce qui revient assez régulièrement dans le discours, notamment de l'extrême droite
française. Nous, en tant qu'Africains, devons être de toute façon attentifs, même si fondamentalement, l'influence française restera la même dans, je dirais, ces bastions historiques sur le continent africain, mais ce changement de politique en France aura des conséquences de politique étrangère. On pense évidemment à la situation à Gaza, mais également en Ukraine, et il y aura effectivement de nouvelles approches qui pourront être tentées, mais tout cela, nous le verrons au soir du 7 juillet prochain. La grande question, est-ce que Emmanuel Macron était obligé à prendre ce risque? Il n'était pas obligé. Je pense savoir même qu'en Europe, il est le seul dirigeant à avoir pris cette décision. Rien ne l'y contraignait, mais il a fait un double pari. Il a déjà réussi une première partie de ce pari, c'est celui bien de provoquer des recompositions au niveau politique. Il l'avait déjà fait en 2017 lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême. Aujourd'hui, on voit les tensions qu'il y a eu parmi les pays, les partis, pardon, qui se situent à l'extrémité de l'échiquier politique français. On pense à la droite, évidemment, avec notamment le départ de Marion Maréchal, qui a rallié Jordan Bardella, abandonnant Éric Zemmour. On a vu Éric Ciotti, président des Républicains, annoncer une alliance avec le Front National. Il est parti tout seul avec un député, mais finalement rejoint par d'autres membres, ou en tout cas apparentés des Républicains. On a vu au niveau de la gauche que les choses ne sont pas aussi simples, puisque là aussi, cela réveille des appétits entre Jean-Luc Mélenchon de plus en plus sectaire, entre d'autres partenaires de la gauche, on pense évidemment aux communistes ou aux socialistes de place publique qui sont un peu à l'étroit dans cette stratégie. Et puis on voit aussi un parti majoritaire, on pense évidemment à Renaissance qui est obligé aussi, je dirais, d'opérer sa mue en interne. La recomposition française, politique, est déjà en cours. Elle a été amorcée au soir du 9 juin par Emmanuel Macron. Elle laissera des traces. Mais maintenant, nous verrons comment les choses s'articuleront. Mais on entend déjà des appels à la démission du chef de l'État si jamais, les élections devaient se traduire par une nouvelle défaite historique pour le parti d'Emmanuel Macron. Nous allons parler du sommet qui a eu lieu il y a quelques semaines entre Corée du Sud et l'Afrique. Aujourd'hui, pourquoi la Corée a cet intérêt si tardif sur l'Afrique? Qu'est-ce que la Corée du Sud va bénéficier en Afrique? La Corée du Sud fait partie des 10 premières économies mondiales. C'est une première chose. Il est vrai que dans le cadre de son développement fulgurant, elle s'est essentiellement appuyée sur les pays d'Asie du Sud-Est et sur l'Occident, qui était devenu son premier client. Mais l'émergence de puissances nouvelles et l'intérêt manifeste exprimé pour l'Afrique, avec notamment les matières premières critiques, ont incité certains pays, et la Corée du Sud n'est pas une exception, puisque avant la Corée du Sud, vous avez eu la Turquie, le Japon, l'Inde, je ne vous parle même pas de la Russie et de la Chine, qui ont effectivement décidé de franchir le pas. Je dirais que cette conversion, certes tardive, de la Corée du Sud s'inscrit tout simplement dans un mouvement d'ensemble, dans une dynamique qui reconnaît l'importance stratégique du continent africain pour ce qui est de l'accessibilité aux matières premières. Il faut aussi rappeler que aujourd'hui, dans un monde globalisé où nous avons une fragmentation géopolitique et stratégique qui a été aggravée par l'invasion russe en Ukraine, vous avez des blocs qui se sont constitués. On va peut-être les rappeler. Vous avez le bloc occidental, vous avez le bloc constitué des BRICS, et puis vous avez un troisième bloc qui n'est pas du tout homogène, hétérogène, où vous trouvez globalement la plupart des pays africains, sud-américains, le sud global, mais aussi les pays d'Asie du Sud-Est qui entendent tirer leur épingle du jeu dans un monde en perpétuelle mutation. Et donc, il est tout à fait logique
que la Corée du Sud puisse à son tour entrer dans la danse et en tant que pays développé, eh bien, il était normal de pouvoir créer les conditions d'un développement durable avec les pays africains et en prenant date, évidemment, sur sa capacité à pouvoir effectivement s'intéresser au continent africain. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, et la ville de Dubaï, dans les Émirats arabes unis, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Le gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a été investi et il y a eu de comptes rendus du gouvernement. Selon vous, quel est le message que vous pouvez donner au gouvernement de Madame la Première ministre sur ce qui se passe à l'Est? Comment s'y prendre et comment décortiquer ce message qui permettra à la RDC toujours d'être en avance et au premier plan sur les questions qui touchent les intérêts de la RDC à travers le monde? Non, je ne vais pas épiloguer là-dessus. C'est extrêmement simple. Il faut tout simplement réactiver les deux processus qui sont pour l'instant au point mort, en se servant des termes de référence et en faisant une évaluation sans complaisance de ce qui a été fait jusqu'ici et de la manière la plus efficace, de corriger ce qui ne va pas et d'améliorer ce qu'il convient d'améliorer. C'est un gouvernement qui vient à peine d'être investi. Je sais qu'il y a une attente très forte par rapport aux résultats qui sont attendus. Il est communément accepté ou admis qu'une période de 100 jours permet de se donner plus ou moins une idée de la capacité réelle ou supposée qu'aura ce gouvernement à pouvoir s'inscrire dans la durée. Je rappelle que depuis le 15 juin, nous sommes en vacances parlementaires. Donc, ce gouvernement aura certainement à cœur de faire ses preuves durant cette période et le premier grand test aura lieu le 15 septembre lors de la rentrée parlementaire. Et là, nous verrons ce qui va dans la bonne direction, ce qui mérite d'être amélioré ou ce qui mérite tout simplement bien d'être interrompu. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt et prématuré de pouvoir donner un pronostic par rapport aux chances de réussite de ce gouvernement. Nous allons terminer par cette dernière question. Récemment, vous étiez au Katanga par rapport à un sommet par rapport au mining. Quel est le compte rendu de cette rencontre des experts, des entrepreneurs dans ce domaine du mining en République démocratique du Congo? Alors, la Mining Week est une initiative qui vient du groupe sud-africain VUCA, qui a déjà la responsabilité d'organiser chaque année, depuis plusieurs années maintenant, la fameuse rencontre Mining Indaba à Cape Town. Cette année, c'était la 19e édition. L'année prochaine, eh bien, nous allons célébrer les 20 ans de la DRC Mining Week. C'est un rendez-vous qui réunit tous les acteurs du secteur minier, c'est-à-dire les entreprises, vous avez les sous-traitants, les distributeurs, les pouvoirs publics, vous avez les banques, vous avez
un certain nombre d'acteurs qui sont impactés directement ou indirectement par l'activité de ce secteur. C'est aussi une vitrine extrêmement intéressante pour les entreprises qui y vont. Je rappelle pour la petite histoire que au-delà de l'intitulé de la DRC Mining Week, eh bien, vous avez des organes de coopération comme Enabel, vous avez le Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, qui avait un stand là-bas, ce qui montre bien l'importance que revêt ce rendez-vous pour des structures qui n'ont a priori rien à voir avec le secteur minier. Nous sommes véritablement entrés dans une phase où, au-delà du sujet qui peut réunir le public, eh bien, vous avez l'opportunité pour des organisations de pouvoir rappeler qu'elles existent, mais qu'elles peuvent, de manière directe ou indirecte, être concernées par le secteur. Parce que là où il y a le secteur minier, vous avez aussi ce qu'on appelle les communautés locales qui sont elles aussi confrontées à des difficultés d'organisation, à des difficultés d'insertion professionnelle, à des difficultés d'ordre infrastructure. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la plupart des grandes entreprises minières, on ne va pas les citer ici, on les connaît, réservent un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires pour faire de la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire intervenir là où il faut, là où ils peuvent, sur le plan social, en construisant des écoles, des hôpitaux, en aménageant des espaces qui permettent à ces communautés locales tout simplement de bénéficier d'un cadre de vie agréable, où la formation, l'accompagnement professionnel, l'accès, je dirais, aux besoins de base sont garantis. Bref, ce rendez-vous a mis en exergue l'importance d'un secteur qui, on peut le déplorer, reste le principal pourvoyeur en devises et de développement de la RDC, même si on parle effectivement d'une diversification de l'économie avec notamment la promotion et la vulgarisation de l'agriculture, mais ça c'est un autre débat. Je pense qu'on aura à cœur d'y revenir prochainement. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. À très bientôt. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous, depuis Dubaï, dans les Émirats arabes unis, Henri Désiré Nzouzi. Nous avons échangé sur des questions d'actualité internationale et aussi nous sommes apaisantis sur la République démocratique du Congo. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.